Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième webinaire de l'année sur le thème IA et Geodata. Donc, hop, mon écran. Donc, je suis Valentin Douard, l'animateur du Geodata Lab, du PACA, et aujourd'hui on reçoit donc, pour la deuxième fois sur cette série de webinaires Ludovic Potter, qui nous présentera voilà, ce que le sujet des plugins QGIS destinés à l'intelligence artificielle. Donc, hop, aujourd'hui, voilà une petite introduction au contexte du Geodata Lab, et je parlerai d'un petit questionnaire que je vais vous donner juste avant que ça commence. Donc, sur le sujet, donc c'est Ludovic qui prendra la main juste après moi, donc pour vous parler de ce sujet. Donc voilà, les trois étapes clés pour démarrer un projet GeoIA. Ensuite, présentation de trois outils QGIS sur l'IA, les avantages, les inconvénients, plus des démonstrations, les petites démonstrations pour nous. Et puis enfin, il verra sur les pistes pour faciliter la prise en main de la GeoIA pour les plus novices d'entre nous. Et puis, il y aura un petit moment d'échange et de questions et un petit topo sur la suite en 2026 sur le groupe de travail IA Geodata. Donc, fin du webinaire prévu à 15 heures. Donc, sur ce groupe de travail, donc ce webinaire s'inscrit dans le centre de ressources IA et Geodata qui est porté par le Geodata Lab. Donc, voilà, on a lancé début 2025 un groupe de travail sur le sujet pour la destination de nos membres, et puis on a ouvert plus largement pour ceux qui veulent. Donc, l'idée, voilà, c'est de défricher ce sujet ensemble. Donc, à travers, pour l'instant, une série de webinaires, le centre de ressources va prendre forme aussi sous forme d'un site internet avec voilà, ces webinaires qui seront postés, mais aussi d'autres ressources, des personnes ressources, des projets exemples, plein de choses. Et puis l'année prochaine, on continuera là-dessus sur des webinaires et sur une journée technique qui était prévue initialement en novembre, qui est reportée en mars. Donc le groupe de travail est ouvert donc à nos membres évidemment, puis à tous ceux qui veulent s'y impliquer. Hop, je passe rapidement. Donc voilà, je vous disais, le groupe de travail à Geodata s'inscrit dans le Geodata Lab. Donc, Geodata Lab qui est un dispositif du CRISH-PACA destiné à favoriser l'innovation autour de la géodata pour tous les acteurs de la géodata en PACA, donc acteurs publics, acteurs privés et monde de la recherche. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de rassembler tout cet écosystème régional pour échanger de l'information, pour échanger de la connaissance et puis faire émerger des projets et, euh, et développer voilà, des projets innovants sur le sujet. Donc, avec notre valeur ajoutée, qui est le cadre collaboratif du CRIJ. Donc, on apporte toute notre expertise, la force de notre réseau aussi, qui existe depuis un temps. Donc, ce qui nous permet d'aller sur le CRIJ. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de rassembler, voilà, c'est la trois typologies d'acteurs autour du Data Lab. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le CRIJ PACA, donc, le CRIJ, qui est un centre de ressources en information géographique. C'est une association loi 1901, donc au service des acteurs publics. Nos membres sont principalement des acteurs publics et notre mission est de les accompagner dans la production, l'utilisation de données géolocalisées. Donc voilà, on est sous forme d'un centre de ressources et d'expertise. Donc on est expert métier, on anime des communautés d'experts, des communautés professionnelles, géomaticiens, experts métiers autour du sujet. Et puis, à travers cette animation, on développe des projets la mutualisation autour de ce sujet. Donc, c'est là-dedans que s'inscrit le jeu Data Lab et voilà, c'est ce groupe de travail. J'ai pas que je l'oublie. Oui, donc le jeu Data Lab est soutenu aussi par la métropole Aix-Marseille et par la région Sud, donc qui nous aide à développer nos sujets au sein du jeu Data Lab. Voilà pour la présentation. Donc, ouais, on a un réseau en PACA, mais aussi national. On fait le lien aussi avec d'autres structures nationales, donc des structures du ministère et puis tous les CRIJ en France qui existent. Donc, un large réseau partout en France. Je te passe la main, Ludovic, pour le vif du sujet. Entrer dans le Eh vif du sujet. ben, merci au CRIJ pour son invitation. Toujours un plaisir de venir discuter de ces sujets-là qui sont un peu une passion pour moi.
et que j'ai toujours plaisir à vous présenter. Alors, je vais commencer par là, voilà. Euh, Nextelia en quelques mots, qui je suis, qui je représente. Nextelia, c'est une société privée qui a été fondée en Oui, mi-2024, c'est le même. implantée dans les Hauts-de-France, avec une spécialité vraiment sur les applications géospatiales sur mesure, donc vraiment tout ce qui est cartographie. Ah, Et donc avec une vraie spécialité sur la GeoAI, avec vraiment une philosophie qui est ancrée sur l'open source et l'utilité métier concrète. Faut savoir que moi je suis arrivé sur ces sujets-là par un passé de 15 ans en collectivité agence d'urbanisme. Je suis arrivé avec des questions sur comment je peux développer tel ou tel indicateur, et c'est comme ça que j'ai découvert la GeoAI. Je m'y suis formé pendant un long moment. J'ai expérimenté et maintenant je suis en capacité de mener des projets professionnels, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, la commande du CRIJ, sur quoi je dois intervenir, c'est vraiment démarrer techniquement un projet de GeoAI avec les points, Valentin les a déjà donnés, les trois étapes incontournables pour mener un projet de GeoAI, les défis à relever aussi pour conserver l'intégrité de la donnée. On va voir ça, c'est la petite phase théorique avant d'aller directement sur des démonstrations qu'on fera directement sur QGIS, avec une petite ouverture à la fin, temps de questions-échanges. Si vous n'avez pas cité au premier webinaire, je fais juste ce petit rappel pour redonner la vision d'ensemble d'un projet de GeoAI. N'hésitez pas à aller reconsulter le replay sur YouTube pour avoir vraiment l'intégralité des explications. Là, c'est juste pour remettre un peu de cadre. Quand on parle de GeoAI, on parle plutôt d'intelligence artificielle appliquée sur des rasters. Souvent, c'est du deep learning avec des approches supervisées. Et donc, les phases d'un projet, c'est je collecte mes données, je les étiquette, c'est-à-dire que j'étiquette mes objets d'intérêt, je fais de la préparation, de l'entraînement. À partir de ce moment-là, j'ai un modèle entraîné que je vais aller tester sur des nouvelles données, c'est l'inférence. Fiction. Je, Fiction. je vois si Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Je vois si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, et c'est une boucle itérative jusqu'à temps qu'on a un bon modèle. Après, à partir de là, on n'a jamais un résultat parfait, on le verra tout à l'heure. On doit faire du post-traitement pour avoir un beau résultat. C'est généralement ce que vous voyez sur LinkedIn ou sur les applications qui sont finalisées. Et ensuite, j'avais fait toute une explication en disant que faire tout ça, ça ne sert à rien si on ne le valorise pas dans un usage métier. Donc, pour tout ça, je vous renvoie sur le premier webinaire qui était vraiment complet, mais je voulais vraiment remettre le cadre général. Alors, ouais, pour faire de la GeoAI, il faut des outils dédiés, avec trois tâches essentielles que je viens de redire. Étiqueter, on va partir à partir d'exemples. L'apprentissage supervisé, c'est ça, on apprend à l'algorithme à faire des prédictions à partir d'exemples qu'on va lui donner, la vérité terrain. Donc du coup, il faut d'abord étiqueter. Ensuite, on fait tourner un algorithme d'apprentissage qu'on règle d'une certaine façon, on verra ça aussi, pour créer un modèle qui est performant. Et ensuite, l'idée, c'est de l'utiliser pour pouvoir avoir des prédictions sur des larges pans de territoire notamment. Alors, le challenge par rapport à du computer vision, derrière, c'est la même technologie qui fonctionne. Généralement, c'est PyTorch qui a été adopté massivement par la communauté GeoAI pour faire de la GeoAI. Avec PyTorch, on peut aussi faire du computer vision classique, du comptage de voitures, les détections de piétons, toutes ces choses-là, c'est la même technologie. Le souci dans notre cas, c'est que on ne travaille pas avec des images simples, classiques. Nos images, nos rasters, ils ont une dimension géospatiale. Et alors, en fait, tout le challenge, c'est d'avoir tout le workflow où cette information n'est pas perdue. Pourquoi? Parce que PyTorch, ça travaille sur des images, ça prend aucune considération de tout le contexte spatial. Donc du coup, il faut vraiment s'appliquer pour garder
un résultat qui est géographique de bout en bout. Alors, les étiquettes, généralement, on les crée dans un espace géographique. J'ai beaucoup pris dans mes exemples la détection de footprint, d'emprise de bâtiment, parce que c'est simple, tout le monde comprend cet exemple-là, il est facile à réaliser. Donc voilà, quand je veux détecter une maison, d'abord je l'étiquette parce qu'elle est située à tel endroit précis, et j'attends que mon modèle la retrouve aussi à l'endroit précis sur le nouveau raster sur lequel on fera travailler le modèle. Euh, la plupart du temps, si on utilise des outils standards, classiques de computer vision, on perd complètement la dimension standard. Donc on dit au revoir aux coordonnées géographiques, au système de référence, la résolution, tout ça, c'est pas pris en compte. Parce que je dis nativement, PyTorch ne gère pas les dimensions géographiques. Quand on met une image dans PyTorch, en fait, elle le voit en tableau de nombres. C'est ce qu'on appelle des tenseurs. Là, j'ai mis un petit exemple sur une image RGB 256 par 256. Un tenseur de forme, ça va être, il y a trois canaux RGB et ça fait 256, 256. Et ensuite, chaque combinaison de pixels, chaque pixel sera dans une ligne colonne et ce qui va varier, c'est l'intensité du canal. Donc, il n'y a vraiment aucun contexte spatial quand on entraîne un modèle. Le souci, c'est que si on le fait comme ça, quand on arrive à la prédiction, nous, notre objectif, c'est quand même d'avoir une couche SIG exploitable. Si je veux détecter des maisons, je veux qu'elles soient au bon endroit sur le raster que je soumets à prédiction. Donc, du coup, il faut que je trouve une technique pour pouvoir utiliser ces références spatiales, et c'est là qu'interviennent les métadonnées, et c'est ça qu'on utilise pour garder le contexte géographique. Donc l'outil idéal devrait couvrir les trois étapes, c'est-à-dire entraîner, étiqueter, entraîner, prédire. Et puis aussi, ça doit préserver, exploiter les métadonnées géographiques, ce que je viens de dire. Et puis, idéalement, on aimerait bien que ça s'intègre à QGIS, ou au moins produire une couche SIG qui est prête à l'emploi. Euh, Tant qu'on parle d'outils parfaits, et surtout en open source, quand on utilise ces outils-là, ça ne sont que des outils. Et il faut vraiment des bases solides en deep learning pour comprendre comment ça fonctionne. Sinon, on peut bricoler des trucs. Mais si on veut vraiment faire un projet sérieux, on risque d'être très très vite perdu. Vous allez le voir quand j'ai montré les exemples. J'ai parlé de paramètres, d'hyperparamètres, de plein de notions clés. Si on n'a pas cette connaissance-là, même avec des outils qui peuvent être plus simples, c'est super compliqué de faire de la GOI. Et dans l'environnement open source, dans l'environnement QGIS, on n'a pas des équivalents comme ce qu'on trouve chez Esri avec Image Analyst, où on a des belles interfaces qui facilitent tout ça, une bonne petite documentation qui explique bien aussi comment utiliser tout ça. Euh, non. Quand on est dans l'environnement open source, il faut se battre pour réussir. Mais on y arrive. Panorama des outils dans l'écosystème open source. Alors, étiqueter, paradoxalement, c'est la phase la moins bien dotée en outils et qui est aussi la phase la plus critique parce qu'on est dans de l'apprentissage supervisé. Je vais montrer des exemples de ce que je cherche à un algorithme et c'est sur la base de ça qu'il va faire un modèle et qui servira aux prédictions. Donc du coup, c'est vraiment la phase où il faut être le plus attentif, le plus minutieux, avoir la bonne méthode, la bonne méthodologie, c'est super important. Et donc c'est une phase critique, et pour autant, on n'a pas vraiment d'outils. Alors il n'y a aucun plugin qui existe dans QGIS pardon, pour faire ça. Souvent, moi j'ai commencé comme ça, mais on fait vite le tour. On utilise des outils de computer vision classiques comme CVAT. Il y a une petite démo là qui tourne pendant que je parle. D'autres utilisent Labelme. Enfin, voilà, c'est des outils qui sont faits pour le computer vision classique. Le seul souci dans notre cas, c'est que comment, sur les orthophotos, tout ça, ce qu'on cherche souvent, c'est des grands objets qui dépassent largement le cadre d'une image, qui sont à cheval sur plusieurs choses, et du coup,
on n'a pas les outils, ces outils-là n'intègrent pas ce qu'il faut pour traiter ça correctement en deep learning. Notamment, ils font pas le découpage en petites tuiles, ils gèrent pas le chevauchement. Bon, géoréférencement, ça je l'ai dit, c'est pareil, c'est à oublier. Donc du coup, c'est pas des outils idéaux. On arrive à faire des choses, on va prendre un plus grand raster, et puis on va faire le découpage après à la main, j'ai envie de dire, mais c'est pas très très optimisé. Une autre solution, c'est d'utiliser QGIS aussi directement. Pareil, c'est pas l'idéal, mais on y arrive. On peut créer des masques ou des GeoJSON en fonction du modèle sur lequel on travaille. Pour autant, ça reste encore laborieux. Tout est très manuel. Et voilà. Donc du coup, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc malheureusement, sur cette phase, il n'y a pas d'outils réellement. Je vais vous montrer tout à l'heure Deepness qui intègre un petit peu cette dimension-là, mais pareil, c'est pas optimal. Entraîner, bah, c'est la même chose. QGIS n'a pas d'outils natifs pour l'entraînement. Moi, j'ai recherché dans le catalogue. J'ai trouvé que QLearn, qui fait uniquement de la segmentation sémantique, cas d'usage typique, c'est la classification du sol, basée sur UNet. Donc, si vous voulez sortir de ce schéma-là, c'est pas possible. Souvent, ce qu'on fait, ce que j'ai mis là, le workflow qui est vraiment recommandé, c'est on travaille sur Python directement, et ensuite on fait un export vers un format SIG qui est géré par QGIS, et puis, comme ça on peut, euh, on peut avoir enfin on fait l'entraînement, pardon. Ensuite on fait l'inférence et puis on exporte en QGIS, dans un format QGIS, et comme ça c'est exploitable. Donc voilà, donc sur l'inférence en elle-même, vraiment la prédiction, il n'y a qu'un seul plugin, c'est Deepness, qui est plutôt pas mal, mais il a un très très gros inconvénient, on va le voir, c'est qu'il fait pas l'entraînement. Donc du coup, il vous faut un modèle pour pouvoir l'utiliser. Alors on va commencer les démos, comme ça ce sera beaucoup plus parlant. J'ai commencé par un plugin qui est réputé. Alors il y a deux plugins qui s'appellent presque pareil, c'est GeoSam et GeoOSam. Les deux sont basés sur Segment Anything Model qui a été développé par Meta. C'est un modèle de segmentation universel, ça marche sur des orthophotos comme sur des photos classiques, même des vidéos maintenant. C'est assez simple, c'est intuitif, ça fonctionne à partir de points de prompt. Les nouvelles versions, la version 3 qui vient de sortir, on peut même mettre du texte et puis ça segmente ce qu'on cherche. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant, qui est très performant pour générer des masques sans entraînement spécifique. Il n'y a rien à entraîner, on lance le plugin et puis on commence à faire des segmentations. Par contre, ça n'a pas été entraîné spécifiquement sur des données géospatiales, mais on voit sur les petites démos qui tournent déjà là, ça fonctionne correctement, sans entraînement particulier. La différence entre GeoSam et GeoOSam, GeoSam c'est le plugin historique qui est adopté plus prioritairement par la communauté. C'est destiné à assister l'étiquetage, donc pour faire les données d'entraînement, ou alors accélérer la numérisation. Si j'ai pas grand-chose à segmenter, ça peut faire le job entièrement de A à Z, quoi. C'est facile à utiliser, vous avez besoin d'aucune compétence en deep learning, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne en coulisses. Par contre, c'est un cas d'usage très limité, c'est-à-dire que on va faire ça sur des petites surfaces parce que c'est semi-manuel en fait. Donc on s'imagine pas, par exemple, si la commande c'est de détecter tous les panneaux photovoltaïques sur la métropole d'Aix-Marseille, c'est pas cet outil-là qu'il faut utiliser. Ça, on va peut-être pouvoir entraîner avec ça, faire des étiquettes pour faire des datasets, pour entraîner, pour faire un autre modèle, mais on va pas faire ça manuellement. GeoSam, c'est une version plus récente, un nouveau plugin. Alors j'ai mis en développement parce que on va le voir et tout fonctionne pas comme attendu. Ça utilise SAM2
alors que GeoSAM utilise SAM 1. SAM 1, SAM 2, SAM 3, c'est les différentes versions de Segmented Anything Model. Avant que j'oublie, il ne faut pas faire la course à toujours vouloir le dernier. En fait, il faut regarder lequel est le plus efficace, lequel prend le moins de poids. Et puis, c'est comme ça qu'on choisit. Là où c'est intéressant dans GeoSAM, on le verra, c'est que c'est pas la version pure livrée par Meta, c'est la version qui a été améliorée, enfin modifiée par Ultralytics, qui fait aussi les modèles YOLO. Et elle est beaucoup plus intéressante parce qu'on n'a pas l'étape qu'on va voir d'encodage de l'image, c'est-à-dire que je peux travailler directement sur un raster gigantesque si je veux, ça sera fonctionnel, mais vous allez voir ce que ça veut dire. Il y a des pistes d'amélioration qui ont été ajoutées qui sont intéressantes, une UI un peu plus moderne, un système de classe, des exports, moins de configuration que GeoSAM. Par contre, il y a des lacunes vraiment importantes. Par exemple, pas de background, pas de fusion, pas d'export en shapefile. Enfin, ça fait des exports, mais en shapefile, ce qui est un peu dommage quand on est dans l'environnement QGIS. On va passer sur QGIS, comme ça sera beaucoup plus parlant. Hop, c'est bon, vous voyez bien QGIS. Oui. Alors, je cherche mon secteur où il y a des choses à détecter. Voilà, j'étais un peu ici. Hop. Alors en fait, GeoSAM, faut commencer par encoder l'image. On ne peut pas l'utiliser comme ça directement. C'est pas du tout compliqué, il faut d'abord choisir un checkpoint. C'est les checkpoints du modèle SAM, c'est fourni par Facebook, on le trouve sur GitHub. C'est juste un tout petit peu de configuration. Alors je choisis le checkpoint qui est vraiment le modèle SAM à utiliser. Je choisis il y a différentes tailles de modèles. Là, j'ai pris le plus grand. Et puis après, bon, bah, c'est des réglages qu'on peut faire. Alors, j'en cherche un en particulier. Je vais y arriver pour pas calculer toute la couche, sinon on va pas y arriver. Dessiner sur la carte. Voilà. Hop. Voilà, donc première étape, c'est que j'encode mon image. Ouais, c'est vrai que c'est un peu petit. Quelqu'un nous dit dans le chat que c'est un peu petit, c'est vrai. Après, l'idée, c'est pas de faire un tutoriel, une formation, c'est plutôt sur les étapes. Donc, Oui. faut bien décrire les étapes et avoir le rendu. Donc, c'est normal si on voit pas tout. Alors, je suis désolé, je peux pas contrôler. Là, moi, c'est sur un écran géant, donc forcément, c'est très grand. Je peux pas contrôler je vois pas ce qu'affiche Teams. Est-ce que si je zoome comme ça, on voit bien? Oui, voilà, l'interface visuelle, c'est bon, c'était juste les réglages dans les paramètres, mais ça, on n'a pas forcément besoin de Ouais, ouais, comprendre ouais. tout, ouais. Oui, c'est pas important. En fait, là, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai été chercher sur Internet le modèle SAM qui est livré par Meta sur GitHub. Et puis là, j'ai juste configuré pour qu'il l'utilise sur cette image et pour pas que ça prenne trop de temps. Et en plus, il y a des limitations. On peut pas aller dans cette version-là au-delà de 1024 par 1024, sinon ça plante. Enfin, on peut un petit peu plus, mais il y a une petite marge, mais vaut mieux rester sur 1024. Là, j'ai dessiné un segment voilà, juste pour la démo. Maintenant, à partir de là, on peut l'utiliser et on voit que c'est assez simple. Alors, il y a un mode preview qui nous permet de voir comment. C'est quoi ça? Ok. C'est qui nous permet de voir où on peut mettre les points. Euh, et sinon, c'est juste, je mets des points positifs sur ce que je veux détecter. Et puis voilà, c'est segmenté. Il n'y a pas plus de choses à faire que ça. Euh, Si je veux retirer des choses de ma segmentation, par exemple là, ici, il y a un petit peu d'ombre, hop, je mets des points négatifs. Bon, alors là, c'est peut-être pas super bien fait. Euh, mais voilà, pour dire que c'est vraiment super facile. Euh, c'est un petit peu laborieux parce qu'à chaque fois, vous voyez, il faut que j'appuie sur le bouton Save. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est les gros défauts de tous les outils open source. Euh,
vous disais tout à l'heure, ma société, on est engagé sur l'open source et je suis super, super attaché à l'UX, UI, euh, parce que j'ai trop souffert de logiciels comme ça dans ma carrière. Euh, mais mais bon, c'est voilà. Après, l'outil, enfin, il est là, il existe. Il est super parce que bon, on peut faire des choses pas mal, voilà. Mais vous voyez bien que bon, je vais segmenter des choses au fur et à mesure. Je vais m'amuser à faire ça sur une petite surface. Ça marche aussi sur des grands objets, hein. Je vais m'amuser à faire ça sur des petites surfaces, mais je vais pas m'amuser si la commande c'est de travailler sur toute cette ville-là ou sur toute la métropole. Je vais pas aller très loin. Ça sauvegarde dans une couche qu'on peut sauvegarder en vectoriel. Pour autant, c'est pas super super propre. Donc il y a encore du travail à faire pour l'utiliser proprement en étiquette. Mais voilà. Donc ça, c'est un petit outil sympa qui peut être bien en première approche. Je sais pas, voilà, mode preview. Tout à l'heure, il fonctionnait pas. Voilà, ça permet de savoir un petit peu ce qu'on peut segmenter ou pas. Donc, si vous voulez une première approche des outils SIG, Deep Learning dans QGIS, c'est un outil à tester. C'est simple, ça s'installe facilement. Et puis, on peut déjà faire des choses correctes avec. Voilà pour GeoSam. Hop, j'ai supprimé ça pour pas que ça nous embête. Je cherche GeoSam. Voilà, GeoSam, il y a déjà un peu plus sympa niveau interface. Il n'y a pas de configuration. Tout à l'heure, j'ai configuré un petit peu. J'ai été chercher le modèle. J'ai été chercher sur quelle zone je veux faire. Là, on se connecte, on voit qu'il a déjà détecté ma carte graphique. Et il est prêt à, il est prêt à l'usage, quoi. Il y a des classes comme ça. Je pense qu'il y a building. Hop, on va mettre building. Ah, j'ai cliqué à côté. Voilà, building. Et puis après, c'est la même chose. J'ajoute mes points. Et puis, euh, et puis En normalement, ça fait, doit t'as pas fonctionner. moyen, Ludovic, de réduire la résolution. C'est vrai qu'on voit pas du tout sur quoi tu cliques. Attends. Est-ce que c'est pas mieux là comme ça? Oui, déjà, c'est mieux, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, les participants. C'est mieux. Ok. Bon, si ça te va de laisser comme ça. Pourquoi il ne fonctionne pas? Bon, et après, il est pas. C'est pas mon favori de loin. Je pense que c'est un outil qui est en développement, donc à suivre. Mais normalement, quand on fait ça, alors j'ai peut-être aussi, parce que je travaille sur des plugins moi-même, sur mes propres plugins QGIS, donc j'ai peut-être cassé l'environnement, hein. C'est ballot pour la démo, mais c'est une possibilité. Euh, Ce que je voulais dire là-dessus, c'est le même fonctionnement. Le seul problème, c'est que il n'y a que les points positifs, on ne peut pas rajouter des points background, on ne peut pas retirer comme dans GeoSam. Par exemple, souvent c'est utile quand on fait une segmentation, on veut retirer l'ombre. Généralement, on met un point négatif et un point de background pour retirer l'ombre. Avec celui-là, on peut pas. C'est vraiment, je clique et normalement, j'ai ma segmentation. Euh, L'idée des classes, c'est pas mal, ça aurait pu être pas mal si ça faisait une seule couche vecteur. Le problème, c'est que ça va créer, si je veux détecter les buildings, les voitures, et puis la végétation, il va créer autant de couches que de catégories que je vais étiqueter. Et quand on veut entraîner, bah, c'est pas trop le but. En général, on fait un seul export qui contient toutes les classes. Donc, il y a de l'idée, mais c'est pas encore ça. Et surtout, le gros inconvénient, c'est vraiment ça segmente un objet à la fois. Et puis, je peux pas retirer le background. Tac.
Deepness, c'est un autre plugin qui est très réputé. C'est un des rares qui fait du deep learning vraiment dans QGIS. Donc il a plein d'avantages. Il est directement intégré. On lance le modèle, on a l'inférence, vous allez voir tout de suite. C'est un petit peu plus technique, il faut maîtriser certaines notions. Et puis on a une couche tige finale prête à utiliser. Par contre, la grosse limite, c'est qu'on a des outils pour exporter des données d'entraînement, mais on n'a pas le principal, en fait, c'est l'entraînement. Donc, on reste dépendant de Python. Euh, alors, ils ont bien une bibliothèque, un catalogue de modèles préentraînés, mais si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, si vous avez pu assister au premier webinaire, généralement, des modèles qui sont entraînés sur d'autres jeux de données, alors déjà, il faut que ça coïncide, qu'il y ait la même résolution, sinon les résultats sont catastrophiques. Faut le même type d'environnement, tout ça. Généralement, ça donne pas des très bons résultats. Donc, pour regarder un petit peu ce que ça fait, ça marche. Moi, j'avais fait déjà des présentations avec ça où j'utilisais des modèles préentraînés. Euh, Après coup, je me suis dit que c'était pas une bonne idée du tout parce que ça donnait une mauvaise image de l'extension, alors que bah non, c'est le résultat qui est normal parce que le modèle performe pas, n'a pas été fait pour être utilisé sur telle ou telle image, et puis on n'a pas des exemples fournis, un raster où on pourrait tester un modèle bien propre. Donc du coup, là, j'ai entraîné un modèle moi-même Python, et puis on va faire l'inférence dessus. Donc du coup, qui gère pas l'entraînement, ça c'est un gros problème. Utiliser ça, bon bah c'est un petit peu moins flexible qu'un pipeline Python complet. Pour autant, c'est déjà super. Et puis moi j'aime bien avoir le résultat tout de suite dans QGIS. On verra aussi un exemple purement Python, voir la différence. Euh, Ils ont fait un choix aussi. Qui s'entend, mais qui pose des limitations, c'est de respecter des formats précisément qui sont attendus, et notamment YOLO et Onyx. Onyx, ça permet d'avoir des modèles qui se partagent plus facilement, plus légers. Par contre, tous les modèles ne sont pas compatibles avec Onyx. Si dans la grande famille des modèles qu'on utilise en GeoAI, il y a par exemple les masques RCNN pour segmenter vraiment, faire de la segmentation d'instances, détection, par exemple les footprints, les emprises de bâtiments. Typiquement, on va utiliser ça. Bah là, c'est pas compatible Onyx. Donc, du coup, pour ça, il renvoie vers YOLO. Donc, c'est moins flexible que si on utilisait pas Onyx, en fait. L'interface, elle est complexe, pas optimale pour moi, parce que ça mélange la partie inférence et puis la partie préparation de données, avec le gros vide au milieu bah, on peut pas faire l'entraînement. Donc du coup, c'est compliqué à comprendre. Et puis voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais vous faire une petite démo dessus. Hop, je vais repasser en QGIS. Alors, il est où? Il est là. Donc voilà, donc déjà l'interface est beaucoup plus complète, beaucoup plus technique. Je vais commencer par la partie que moi j'aurais personnellement mis en haut parce que dans l'ordre logique, quand on veut faire des données d'entraînement, on commence par ça. C'est assez simple finalement. On choisit son fichier de sortie. On peut choisir si j'ai comment des non, ça c'est de la prédiction. Si j'ai des annotations, voilà, j'ai une couche d'annotation que j'ai faite manuellement, je la sélectionne ici, et puis hop, je fais exporter mes données, et puis il me crée un dataset utilisable. Bon, l'intérêt, il est un peu limité ici, parce que du coup, après, il faut quand même passer par Python. La partie la plus intéressante, c'est une fois qu'on a un modèle Python, c'est d'utiliser ça. C'est super simple. On choisit le raster sur lequel on veut faire la prédiction. Alors là, je l'ai rééchantillonné à 20 cm par pixel parce que l'original est un peu fin, il y a 5 cm par pixel. J'ai créé un modèle
en Python. Voilà. C'est de la segmentation. Quoi d'autre? Je vérifie que ma résolution est la bonne. Généralement, je vous dis, c'est là où il y a des soucis. Quand on a entraîné sur une autre résolution qu'on utilise, on veut prédire sur encore une autre résolution, c'est là où on a des soucis. Euh, alors, je cherche juste une chose. Ouais, visible part, tout est déjà réglé comme il faut. Voilà, donc là, j'ai fait un modèle Python. On voit que ça charge, ça va assez vite en fait. Euh, et là, voilà, on a la prédiction qui se fait avec c'est prêt à l'emploi. Euh, donc là, j'ai bien la segmentation de mes immeubles. Alors, il y a des trucs bizarres qui apparaissent des fois, c'est complètement normal. Mais on voit que ça fonctionne plutôt bien. Il y a deux classes, l'arrière-plan, généralement on n'affiche pas, et puis ce que je veux détecter. Donc en fait, il est super simple à utiliser, mais vous avez bien compris, là ce que j'ai fait, c'est juste sélectionner un fichier et puis alors c'était pré-réglé, mais normalement il faudrait mieux régler. Là j'ai aussi, je l'ai pas dit, j'ai réglé le seuil très très haut sur 0,90. Il faut que le modèle soit très sûr avant d'afficher les détections. J'ai appuyé sur Run et puis voilà, on a le truc. Mais le gros du travail, c'était pas ça, c'était de faire le modèle en lui-même. Une fois qu'on a un modèle qui est bien, qui est satisfaisant, bah voilà, en quelques clics, après on peut le faire sur toute l'ortho. Enfin voilà, on peut sélectionner. Alors, from Polygon, à mon avis, c'est on dessine un rectangle, ou enfin une zone d'intérêt, et puis on l'applique. Mais bon, du coup, on a cette brique-là qui est super sympa, mais il nous manque la brique essentielle qui est l'entraînement. C'est dur, hein, en si peu de temps d'expliquer tout ça. Ah, c'est un peu J'ess- le J'essaye d'aller pari. vite, alors du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à bégayer parce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Il n'y a Euh, pas de souci. C'était donc, l'idée de tout voir, mais pas forcément en profondeur. ouais, 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 ouais. De toute façon, il faut creuser. C'est mon message aussi. On peut pas se réveiller un matin et dire on va faire de la GeoAI parce que de un, surtout pas en open source, il y a pas tous les outils. Ou alors, faut vraiment mettre la main dans des outils qui sont assez complexes. Faut coder. Donc, faut regarder un petit peu tout ça. Là, c'est vraiment histoire de faire un panorama assez large de ce qui se fait. Python, PyTorch, bon bah là c'est la version la plus pure, la plus flexible, on peut tout faire avec ça, mais bon l'inconvénient majeur c'est qu'il faut être développeur. Alors on m'a posé la question est-ce qu'on peut vibe coder ça? Je vous recommande absolument pas. Personnellement moi je me sers de l'IA pour faire des recherches sur certaines fonctions. Quand j'essaye de faire des choses un peu avancées, et je vois que rien que pour aller m'aiguiller dans la doc, des fois, il se plante, enfin, il fait des erreurs qui, si je les suivais, euh, feraient planter complètement le code. Donc, du coup, une grande prudence vis-à-vis de ça. Vaut mieux apprendre à le faire, et je vous montrerai juste après quelque chose pour commencer avant de faire ça. Mais le top du top, c'est d'aller voir dans les documentations et le faire à l'ancienne, aller sur les forums, voir un petit peu ce qui se dit, euh, mais prudent sur ce que dit l'IA sur le code pur. Donc voilà, Python, c'est un langage que vous connaissez sûrement, qui est utilisé très largement, notamment dans le géospatial, qui est réputé pour sa lisibilité, c'est simple à apprendre, c'est flexible. PyTorch en particulier, c'est une bibliothèque de deep learning, un framework qui a été développé par Meta encore en 2016 et qui permet l'entraînement, la validation, l'inférence des modèles. C'est ce qu'on utilise massivement en GeoAI. Il y a d'autres bibliothèques qui pourraient faire pareil, mais la plupart des gens utilisent PyTorch. Voilà. Il y a aussi, il faut savoir, il y a PyTorch Geo, enfin, il y a des choses plus. Là, je reste sur du général pour aujourd'hui, il y a des choses plus fines. C'est comme j'expliquais dans l'intro, ça utilise des tenseurs pour représenter les données. Donc, du coup, il faut
une solution d'étiquetage externe, il faut garder les métadonnées quelque part et puis les réutiliser. Mais du coup, voilà, c'est la version où on peut tout faire la plus professionnelle, on va dire. Par contre, il faut des solides bases en deep learning. Vous allez voir quand je vais vous montrer le code, il faut comprendre tout ça. L'intégration SIG, bah du coup, voilà, soit on fait un export, c'est ce que j'ai fait là, dans en format SIG, quoi, soit on fait un export, si c'est possible, dans un format compatible avec Deepness, et puis voilà, on peut utiliser la couche ensuite pour le reste de ces travaux. Hop, j'ai changé de fenêtre. Alors, où est-il? Là. Alors, il n'y a pas besoin de savoir lire ce qui est marqué, j'ai juste lire les titres, mais c'est pour vous montrer un peu la logique qu'il y a derrière ça. Là, c'est une segmentation d'instances, donc vraiment segmenter chaque objet séparément dans une image. L'exemple que j'ai pris, c'est toujours les maisons, parce que c'est un bon exemple et qui est facile à reproduire. Alors, comment se compose le code? On a d'abord des imports, des configurations. Faut savoir que j'ai configuré tout un environnement pour utiliser tout ça en amont. Moi, j'utilise Anaconda, mais on peut utiliser ce qu'on veut. Enfin, on peut utiliser d'autres choses si on veut. Il y a un certain nombre de bibliothèques à télécharger, pas à télécharger, à importer pour pouvoir les utiliser. Alors, on trouve des trucs que vous connaissez certainement, comme Rasterio, GeoPanda, enfin voilà, d'autres choses qui sont plus spécifiques. Voilà, donc on importe ça. Quand on fait de la GeoAI, du deep learning, c'est toujours mieux d'avoir une carte graphique. Euh, Moi, je travaille pas forcément avec des configurations folles. Là, on est sur mon portable, donc il y a une carte graphique de 6 Go, qui est pas, c'est pas beaucoup, mais on arrive quand même déjà à faire des choses assez avancées. Donc généralement, c'est bien de travailler sur la carte graphique, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, ce qu'on fait, c'est d'abord on charge le dataset d'entraînement, puis on regarde un petit peu si tout va bien. Donc là, c'est toute cette phase-là où c'est très décomposé parce que c'est un document que j'utilise aussi en formation. Donc du coup, c'est très décomposé. On pourrait regrouper plus de trucs, mais voilà. Donc du coup, on donne le dossier où est situé le dataset. Là, on est sur une segmentation d'instances, donc du coup, il nous faut des images et puis il nous faut un fichier d'annotation qui est en JSON, du Coco JSON, au format Coco, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'ils cherchent. Donc ensuite, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le dataset. Souvent, ça, c'est pas une étape à zapper. Moi, j'aime bien mettre aussi choisir des vignettes aléatoirement et regarder que tout se passe bien dans mes étiquettes. Donc voilà, donc là, on voit que tout est bien étiqueté. Il y a peut-être deux, trois petits trucs qui manquent. C'est volontaire aussi, ça, c'est ce que je disais. La technique est aussi importante que le code ou les outils. Euh, Par exemple, là, sur la première image, il y a un truc ambigu. Voilà, moi, typiquement, les trucs ambigus, je les annote pas parce que j'ai plus de risques d'amener des erreurs dans mon modèle que de l'intégrer et puis être très exhaustif. On applique des transformations, des augmentations, donc ça c'est pour que le modèle soit plus robuste. On ne se contente pas juste des images que j'ai à annoter, on fait des choses, alors on peut faire plein de choses, hein. Là j'ai fait sur cet exemple-là, j'ai fait des flips horizontaux, verticaux, des rotations aléatoires, alors comme c'est des buildings, des immeubles, je les ai mis à 90. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de jouer avec le flou, jouer avec la luminosité. Ça, j'en avais parlé lors du premier webinaire. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc ensuite, on charge les données. On sépare nos données, ça c'est pareil, c'est des termes techniques. On n'entraîne pas sur tout le jeu de données, on le sépare avec un jeu sur lequel les données vont s'entraîner et puis un jeu qu'on garde à part pour valider le modèle sur lequel on va l'évaluer en fait. Donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. On crée un modèle. Là, dans le cas présent, je voulais faire un modèle masque RCNN. C'est pour vraiment avoir
la segmentation de chaque instance. Donc voilà, j'ai bien mon modèle qui est créé. Ensuite, il y a des choses, bon là c'est carrément plus avancé, un optimiseur, un scheduler, c'est pour adapter le taux d'apprentissage, c'est qui a comment qu'on doit régler. Donc ça c'est vraiment très optionnel, c'est pour que ça fonctionne bien. Ensuite, j'ai mon code, j'ai commencé l'entraînement. La bonne pratique, celle qu'on retrouve dans la documentation, c'est de faire de faire une fonction sur comment entraîner un seul époque, et puis ensuite on boucle, on fait une boucle qui va itérer là-dessus. On prévoit des fonctions d'évaluation. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de code pour parvenir à un modèle. Euh, Ça, c'est toutes les métriques comment d'évaluation. Parce que souvent, la question, c'est j'ai fait un modèle, comment je sais qu'il est bon? Ben, il y a plusieurs choses, plusieurs façons de le savoir. C'est de regarder ces métriques-là, et pas que regarder ces métriques-là, c'est aussi regarder le résultat. C'est pour ça qu'on fait une inférence, on teste sur des nouvelles données que le modèle n'a pas vues, et puis on ajuste en fonction. Donc voilà, là, ici, c'est ma boucle d'entraînement. Ici, je lance mon entraînement. Alors, ça, c'est les trucs que l'utilisateur final utilise le plus. Je vais régler le nombre d'époques, la taille de mes lots, enfin voilà. Et puis voilà, l'entraînement tourne. Alors, je suis désolé, je suis obligé de survoler. Je suis sûr que beaucoup se disent, j'ai rien compris à ce qu'il raconte. On n'est vraiment pas dans le format qui permet, à grand regret, de vous expliquer tout ça. Euh, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre que il y a beaucoup de notions à maîtriser pour faire de la GeoAI. Et même si vous utilisez des outils qui simplifient tout ça, derrière, il y a ce modèle pur là qui tourne. Et donc, du coup, il faut connaître tout ça. Donc là, j'ai entraîné un modèle. J'ai les performances. Bon, 20 époques, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. C'est un petit dataset que j'ai fait pour la démo aujourd'hui. Donc du coup, il n'y a pas non plus beaucoup d'images. Il aurait fallu en rajouter plus. Pour autant, les métriques sont bonnes. Alors quand je voulais dire, c'est important de comprendre ces chiffres. Là, quand on veut évaluer un modèle, par exemple, là, on a plusieurs métriques. Bon, ben là, on sait que comment on a un chevauchement qui est très bon entre la prédiction et ce que moi j'avais étiqueté. Donc ça veut dire que le modèle, ça matche bien, quoi. On a une précision à 0,86, ça veut dire que dans 86% des cas, les prédictions étaient exactes. Donc du coup, on a un modèle qui est globalement fiable. Il fait peu de faux positifs. Donc du coup, dire faux positif, dire que c'est positif alors que ça l'est pas. Le rappel, comment on a, quand parmi tous les objets qu'il y avait à détecter donc sur 100, il en détecte 93. Donc du coup, c'est que le modèle rate presque rien. Et puis après, quand on fait le F1 score, c'est la moyenne harmonique des deux entre précision et rappel. C'est la bonne note harmonisée, on va dire. Là, on voit que le modèle il est à la fois fiable et complet. Il y a une autre façon, alors après on lance plein de métriques différentes. Là j'en ai mis qu'une seule pour l'exemple pour pas faire trop long parce que sinon on pourrait en rajouter. Souvent on regarde ça, l'évaluation de la fonction de perte. Alors c'est pareil, si vous ne savez pas comment fonctionne un modèle de deep learning, difficile de comprendre ça. On évalue, le modèle tourne au cours de son apprentissage et puis à la fin de chaque cycle on regarde un petit peu comment ce qui a été prédit, et puis on compare aux étiquettes. Et en fait, avec ça, on calcule une fonction de perte, et puis du coup, on l'étudie, soit en époque, soit en batch, ça dépend, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je fais plutôt en époque. On étudie ces valeurs-là pour suivre un petit peu l'évolution du modèle. Et puis, en fonction des courbes, on peut voir il fait du surapprentissage, du sous-apprentissage, s'il y a quelque chose qui cloche. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre en fait. Il faut vraiment connaître le fonctionnement d'un modèle neuronal pour savoir si le modèle est bon ou pas.
Ensuite, bon, bah, on passe à l'inférence. Je passe tout ça, c'est du code pour vérifier que tout va bien. Puis voilà, on arrive à ça. Si là, j'ai testé sur une image de validation, alors on n'a jamais des scores aussi bons, forcément. Là, il vient du set d'entraînement, donc il le reconnaît bien. Si j'avais pris une image totalement étrangère, il aurait peut-être été plus en difficulté. Mais on voit que bon, bah, la segmentation, elle est bonne. Alors, j'aurais peut-être pas dû choisir jaune avec le recul parce que les toitures sont assez orangées, donc on voit pas bien. Mais on voit que ça match super bien, c'est carrément dessus. Le modèle est très confiant. Là, il nous met une classe de 1, donc c'est la note maximale, 0,95. Euh, bon, en vrai, en général, on est sur du 80%. C'est déjà pas mal, quoi. La question, c'est que du coup, bon, bah là, je l'ai fait sur une petite tuile. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de le faire sur une grande tuile. Au moins une grande tuile ou grandes surfaces comme une métropole, par exemple. Et ben là, on va faire un code un petit peu plus particulier, qui on va pas faire l'inférence sur tout le truc, sinon bah, la mémoire explose. On fait des fenêtres glissantes, en fait, pour détecter les choses des tuiles séparées, et puis ensuite on regroupe le tout. Là, j'ai fait tout ça, j'ai déjà tout précompilé pour pas qu'on prenne trop de temps à ça. Résultat, on va retourner dans QGIS. Hop, j'en Tac. profite juste, Ludovic, pour qu'il est bientôt 15 heures. Et je vais laisser la place aux questions. Ouais. Désolé de te couper. Et donc du coup, si on regarde sur tac, je l'ai pas mis là. Alors, il est ici. Les mots. Hop. Je suis juste en train de prendre l'export, hein, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'export du code que vous venez de voir. Donc on voit que franchement, c'est pas mal. Et puis voilà. Euh, alors j'ai encore des choses à vous montrer. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Pourtant, j'ai mis le turbo, hein. Il y a Oui, une, c'est sûr. Pas évident. il y a- il y a une librairie qui facilite tout ça, c'est OpenGeo, GeoAI. Si vous suivez ces sujets-là sur LinkedIn, vous n'avez pas pu le manquer. Donc c'est une librairie qui ajoute une surcouche à ce que je vous ai présenté, qui est vraiment pur. C'est une couche d'abstraction. Ça permet d'avoir moins de code. Tout ça, c'est inclus, hein, dans son code, dans le code de la bibliothèque. Par contre, on va pas coder tout ça, l'auteur l'a déjà fait, et on va appeler des fonctions plus courtes avec des noms plus imagés, et donc du coup on a moins de code à utiliser, ça fait la même chose. Le souci de ça, c'est que c'est bien pour s'initier, pour prototyper, mais l'auteur il n'a pas pensé à tout, et puis il peut pas penser à tout, il peut pas mettre toute la puissance qu'il y a dans un PyTorch pur là-dedans, donc du coup il fait des choix, et du coup il peut manquer des choses. Pour s'initier, c'est très très bien. Pour aller fouiller dans le code, voir comment ça fonctionne aussi, c'est très très bien. Donc en première approche, ça peut être adapté. Sur les dernières slides, alors je pense que malheureusement on n'aura pas le temps de présenter. C'est pour résumer un petit peu les attentes, il y a pas aujourd'hui d'outils qui couvrent les trois domaines: étiqueter, entraîner, prédire, euh, et surtout avec cette dimension garder les données géospatiales, et dans l'idée de produire une couche SIG à l'emploi. Moi, je voulais vous montrer un petit peu ce que je travaille à titre perso, alors pas en tant que société, mais en tant qu'utilisateur, parce que c'est vraiment super sympa. Je suis en train de créer une suite de 3 plugins qui communiquent entre eux. Voilà. Sur le premier, on peut faire de l'étiquetage, du vrai étiquetage, directement dans QGIS avec des outils qui facilitent un petit peu. Il y a Sam
qui vient en renfort pour faire de l'étiquetage comment faciliter, ça crée un vrai dataset prêt à l'emploi pour PyTorch derrière. Donc vraiment, tout est bien ficelé. Ensuite, il y a un module, c'est celui du milieu, qui permet d'entraîner directement dans QGIS sans coder. Donc c'est un petit peu comme la bibliothèque OpenAI, OpenGeos GeoAI. En arrière-plan, il y a tout le code que je vous ai montré. Par contre, tout est simplifié par une interface. C'est-à-dire que je vais choisir, là on voit sur le truc, je veux faire une segmentation sémantique, et ben j'allais chercher, je veux une architecture UNet avec un ResNet en backbone. Voilà, je mets ça, je règle mes hyperparamètres, et puis je lance l'entraînement, et puis voilà. Euh, Avec ça, ce que j'ai prévu moi, parce que vous avez vu les métriques, c'est très, très important, mais il n'y a aucun outil qui donne un bon rapport de métriques. Voilà, j'ai prévu un rapport vraiment, vraiment costaud, quoi, avec même une matrice de confusion, ces choses-là. Et puis, donc, du coup, ça communique, ça crée un format spécial qui contient le modèle et les métadatas. Et ce format spécial, ensuite, on peut aller l'utiliser dans le dernier plugin qui permet de faire un petit peu comme Deepness, sauf qu'il n'est pas fermé juste au Nix, c'est vraiment super ouvert, et on a un peu les mêmes fonctions, soit on fait sur tout le raster, soit on fait, là j'ai fait un carré de sélection, on sélectionne très peu de paramètres et puis on appuie sur prédire et hop, on a notre couche si je prête à l'emploi. Donc du coup, c'est pour dire que bon, ça c'est mon initiative perso. Il y en a sûrement d'autres en cours. Euh, c'est pour dire qu'en l'état actuel, GeoAI en open source, c'est un peu compliqué. Pour autant, voilà, faut toujours bien suivre l'actualité. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à développer des choses pour rendre ça plus simple. Donc voilà, être bien attentif à tout ce qui peut se dire sur le sujet. Super, merci beaucoup Ludovic. Euh, Très intéressant. Il y a pas mal de questions, dont certaines tu avais anticipé. Voilà, tu avais tout prévu sur OpenGeoIA. Tu as répondu, je pense. Il y avait une question sur PyTorch. Est-il prévu d'utiliser PyTorch pour aller jusqu'à la mise en œuvre d'un modèle de fondation Géo? Je ne comprends pas tout au sujet, mais est-ce que tu y as répondu finalement? Attends, j'ai pas, je vois pas la question. Alors, Non, est-il prévu d'utiliser PyTorch pour aller jusqu'à la mise en œuvre d'un modèle de fondation Géo? C'est plus haut, bien plus haut, 14h20. Bon, pas les questions forcément dans l'ordre. alors en fait, bon bah PyTorch, c'est ce qui est utilisé par. J'ai vu que des exemples GeoAI PyTorch en fait. C'est vraiment le standard, tout le monde utilise ça. Et puis bah faut dire que ça marche super bien. Donc Et je vais prendre la question de Vincent Nebo. Si on a une carte graphique AMD, donc incompatible avec le toolkit CIDA, peut-on faire tourner les parties volumineuses, etc. Je te laisse bien. alors ça peut marcher sur CPU, mais par contre c'est laborieux quoi. C'est vraiment recommandé d'avoir une carte graphique CUDA. Et alors je connais un peu moins, je sais qu'il y a un équivalent côté Apple, euh, mais sinon non, c'est vraiment recommandé d'avoir CUDA. Ok. Les autres questions. Ah, j'ai pas de questions. Euh, Peut-on aujourd'hui exploiter efficacement l'IA directement sur les nuages de points 3D, la photogrammétrie, via la clause compare, PyTorch et QGIS pour une classification automatique fiable du sol, du bâti, de la végétation, exploitable en fixe AutoCAD Kubernetes. Alors sur les nuages de points, il y en a qui font. Enfin, il y a PyTorch 3, enfin il y a Torch 3D qui existe. Moi, je m'y intéresse pas parce que enfin, c'est déjà super. Déjà en 2D, c'est super compliqué. Donc j'ai pas creusé, donc je vais pas prendre de risque à répondre. Mais oui, 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 on peut faire aussi D'accord. ça en 3D. Ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà essayé de compiler un modèle PyTorch entraîné pour le faire tourner dans un outil QGIS?
Euh, Ouais, en fait, c'est ça. C'est méga frustrant de pas vous le montrer, mais c'est exactement ce que je fais, en fait. Je peux vous montrer vite fait comme ça. J'ai mon plugin d'annotation. Bon, là, il y a déjà c'est parce qu'il y a déjà une truc chargé. C'est pour ça qu'il y a déjà des annotations, c'est parce qu'elle est là, la couche. Je l'avais gardée sous le coude en sécurité. Donc vraiment, on fait ces annotations ici super facilement. On choisit une classe, enfin on peut créer une classe et puis hop, je crée ma couche, je crée mes annotations. Tout ce que j'ai dit, pour exporter dans des tuiles propres, voilà. Ah, pardon, attends, j'ai coupé ton micro. J'essaie de réactiver le micro, mais si tu peux le réactiver, Ludovic. J'essaie de réactiver le micro de tout le monde, c'est là. Attends, hop. Je vous avais Ouais, perdu, c'est voilà. bon. Ouais, Donc c'est bon. voilà, donc on a un export. Ensuite, tac, on peut aller ici, choisir son dataset et puis on fait l'entraînement. Et puis il y a le dernier module qui permet vraiment de faire l'inférence. Alors, j'avais préparé ça si on avait le temps. Tac. Hop, je peux faire une démo très rapide sur un micro dataset. Par exemple, je choisis tac, un tout petit dataset. Les résultats vont être catastrophiques, mais c'est pour que ça aille vite. On va lui mettre 20 époques. Tac. On va le laisser sur un taux d'apprentissage, voilà. Euh, hop, je vais mettre ça tac, n'importe où, on s'en fiche. Ouais, en fait, le gros avantage de ça aussi, j'en ai pas parlé, c'est que il n'y a pas d'outil simple aussi pour reprendre un entraînement en cours de route. Euh, C'est-à-dire que souvent on va tester son modèle, on va dire tiens, si j'avais rajouté 20 époques, il aurait mieux performé. Et souvent, enfin, il y a pas d'outils pour faire ça simplement. C'est pour ça, moi, je prévois des petites choses comme ça. Alors, ça sera jamais du niveau d'un Esri ou de je sais pas quoi. Enfin, on est une petite société, on n'a pas ce niveau-là. Euh, donc, mais toujours, ça apporte vraiment un gros plus parce que bon, là, vous voyez, j'ai entraîné vite fait un modèle sur un gros dataset, ça aurait pris carrément plus de temps. Euh, et si je l'ai mis n'importe où aussi. Tac. Une question aussi de savoir si tu as une date de sortie de prévue de tes plugins. Alors, Aurélien était très, très impatient, je crois. ouais, j'essaye d'aller. Je fais n'importe quoi parce que je regarde pas ce que je fais. J'essaye d'aller au plus vite. Le souci, c'est que les trois sont liés en fait. Et donc, à chaque fois que bon, en fait, je fais n'importe quoi parce que Ah, écoute, ouais, on va peut-être conclure aussi. ouais. Et justement, si les personnes veulent en savoir plus, elles peuvent te contacter, évidemment, notamment Cyril, voilà, donc c'est là où il y avait beaucoup de questions, mais désolé, on peut pas répondre à tout ça, les questions techniques. Pour les gens qui sont peut-être un peu moins techniques, alors peut-être bien de bêtises, Aline, Aline, je ne sais pas si toi tu maîtrises ça, justement, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu en penses sur la prise en main? Tu es toujours là, voilà, on va passer le temps. Valentin, Oui, c'était moi la ligne dont tu c'est toi, parlais? oui, pardon, Ouais. ah, l'unique, la seule. Ouais, pour moi, c'est un peu trop technique et mes attentes sur l'IA, c'est un peu moins lié à ce que j'assimilerais à de la télédétection et à des modèles euh, par rapport à des images. C'est un peu moins sur ces sujets-là. Ok, Voilà, mais on et il va. y a aussi beaucoup de termes, voilà, parce que je maîtrise pas. Il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas, même si je pense que sur le concept, je comprends, mais c'est compliqué sur les concepts. Oui, ok. Eh bien, hop, je repartage le même écran. Merci beaucoup, Aline.
pour retour d'expérience. Justement, donc, pour faire un petit peu un bilan de ce qui s'est... Alors, question avant, j'ai oublié, est-ce que ton support sera mis à disposition, Ludovic? Est-ce qu'on n'en a pas parlé? Peut-être qu'on pourra répondre plus Oui, 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 tard. oui. Ouais, ça te va? Ok. Alors, le support, mais pas les codes. Ouais, ok, pas de souci. C'est gérable. Déjà, merci beaucoup de toute cette démonstration et cet apport. Du coup, pour la suite, ouais, vous voyez mon écran, ouais, c'est bon. Donc, justement, pour faire le bilan un petit peu de ces interventions, je vous propose un petit questionnaire. Je viens ici, je vais copier le lien tout de suite. Comme ça, si vous pouvez y répondre, nous, ça nous aide voilà, à vous proposer une programmation adaptée à ce que vous cherchez. Donc là, voilà, c'était la première année, on tâtonnait un petit peu voilà, sur ce que vous vouliez, sur comment vous apporter du contenu. Effectivement, aller entre trop technique et plutôt débutant. Donc voilà, on va faire un petit bilan là-dessus. Donc si vous pouvez répondre à chaud, je suis toujours en... si vous pouvez répondre à chaud. Et du coup, donc la suite, du coup, ça sera le 13 janvier. Vous êtes invité à la plénière du groupe de travail, donc réservé aux adhérents, justement, pour quel un programme qui répond aux besoins en priorité de nos adhérents, évidemment. Donc, si vous n'êtes pas adhérent, ça vous intéresse, c'est le moment d'adhérer. Et sinon, on pourra se retrouver aussi à la journée technique qui est prévue le 12 mars autour de ce sujet-là. Donc, les journées techniques du PRIG sont des grandes journées voilà, sur un sujet spécifique, en l'occurrence le nôtre, celui d'aujourd'hui, pour le 12 mars. Et donc, j'ai tout dit, je vais partager le lien. Donc, voilà, limite le 6 janvier de réponse au questionnaire. Donc, merci beaucoup d'y répondre. Il y a aussi une petite case à la fin pour des intervenants potentiels, si vous avez des choses à partager, voilà, comme je l'ai dit, qui fait partager pas mal de choses cette année. Si vous voulez aussi intervenir, proposer des choses, partager. Et pour les sponsors aussi, si vous êtes visible sur les différents événements, vous êtes les bienvenus. Et case de prévu à ce à la fin du questionnaire. Donc, merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à prendre contact avec Ludovic. Et merci encore, Ludovic, pour la présentation. Et on se retrouve du Merci à coup en vous. 2026. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Salut.